Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat de 9h30 à 10h comme tous les matins. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Sébastien Lemonnier, le gérant de Mansartis Europe. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comme d'habitude, on va commencer par commenter l'édito que vous avez écouté. Alors, on a collé à l'actu pour cet édito. C'est non, Bouygues refuse la surenchère proposée par Patrick Drahi. C'est pas donné à tout le monde de refuser un chèque de 10 milliards d'euros. Il y a plusieurs éléments. Le social, évidemment, la concurrence. C'est pas gagné que l'autorité de la concurrence valide cette fusion. Et puis, au-delà, le fait avancé par Martin Bouygues que le groupe a les moyens maintenant de se restructurer et finalement de poursuivre son bonhomme de chemin tout seul. Alors moi, c'est un secteur que je suis aucune exposition, mais c'est pas nouveau, c'est depuis des années. Le constat que je fais, c'est que, et si vous l'utilisez, moi c'est justement une gestion de bon sens. Aujourd'hui, j'ai un téléphone avec de plus en plus de data, de données, de téléchargement, etc. Et finalement, je paye le même prix, voire de moins en moins cher. Donc, quelle est ma capacité finalement en tant qu'investisseur à gagner vraiment de l'argent sur ce type de société? Alors, c'est un côté défensif, c'est en effet de consommation récurrente, régulière. La seule driver finalement, c'est en effet la consolidation qui peut permettre de gagner pour ces sociétés du pricing power. C'est sûr que l'acteur free a perturbé le marché, notamment français, mais en l'état actuel, ça me paraît compliqué pour des groupes comme Orange, comme Bouygues, de réussir à restructurer. Il y a des structures de coûts quand même qui sont aussi assez lourdes. Quand on a un groupe comme Orange, on est aussi un petit peu exposé à l'État. Moi, dans mes principes d'investissement, je déteste les secteurs qui sont régulés, puisque justement, je m'expose à des choses qui ne sont pas forcément d'une rationalité économique, qui prennent en compte des enjeux sociaux et qui sont justement aussi importants malgré tout. Mais pour moi, investisseur, en fait, je m'expose à des risques supplémentaires. Enfin, le premier élément, je note, c'est quand même le fait que vous dites effectivement sur un produit qui au niveau de ces cash flows récurrents, on sait que c'est important, bon, c'est souvent des valeurs de rendement, mais c'est vrai, il y a une capacité d'augmentation des prix, de pricing power qui est absent de ce secteur pour l'instant où il y a trop de concurrence. Qui a eu tendance à disparaître avec justement l'ouverture de la concurrence à de nombreux acteurs. Donc vous avez une industrie où vous devez investir dans des réseaux et en même temps des cash flows qui sont un peu moins importants qu'avant. Donc le flux de trésorerie libre que vous avez pour l'actionnaire est finalement sur 10 ans plus faible qu'avant. C'est pour ça que les sociétés ont eu plus de mal à couvrir leurs dividendes. Donc rappelez-vous, il y a quelques années, on ne savait pas si Orange allait pouvoir maintenir son dividende au même niveau. Donc la seule chose qui peut faire changer, c'est en effet s'il y a de la consolidation, on passe de 4 à 3 acteurs, comme c'est arrivé dans certains pays. En tout cas, ça a été apprécié parce qu'à l'annonce, donc dès lundi, on a vu effectivement le secteur qui a complètement flambé de 7% pour l'opérateur historique, qui pourtant se dit hors des négociations. L'est-il vraiment? C'est une autre question. À 15 à 16% pour même Iliad ou d'autres. Mais pour moi, en quelque sorte, c'est pas... J'aime beaucoup les jolies surprises, mais ça, c'est pas une surprise, puisque déjà l'année dernière, en 2014, on parlait déjà de consolidation, de ce thème-là qui avait justement eu lieu dans certains pays. Donc, oui, les investisseurs ont acheté ça, mais je pense que ça va vite se dégonfler, sauf si on relâche au niveau du politique. Mais pour moi, la problématique, en fait, quand on s'expose à ce secteur-là, et notamment sur les valeurs françaises, c'est qu'on est exposé aux problèmes de concurrence. Est-ce qu'on va vouloir faire ça? Et surtout, aux problèmes politiques. Je comprends, et je ne dis pas l'inverse, il faut en effet peut-être défendre des emplois en France. Après, est-ce que c'est coûte que coûte? Pas forcément. Mais en tout cas, c'est le vrai problème. Et on sait aujourd'hui que les politiciens sont omniprésents dans ce type de conciliation sur les large caps. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai tendance parfois à préférer les mid caps. Elles sont un peu plus tranquilles, un peu moins loin. Parce que aussi, ce sont des sociétés très visibles. Effectivement, on a tous un smartphone dans la poche ou un téléphone mobile. On est tous utilisateurs. Je crois que le taux d'équipement est proche des 100% en France. Et effectivement, le politique dit attention, il peut y avoir de la casse sociale. On n'est pas très loin des échéances des élections. Et puis le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si ça remonte, on pourra dire attention, le gouvernement a laissé faire ça et maintenant on paye son téléphone, son abonnement plus cher. Donc moi, boursièrement, comme tout ça en plus c'est plutôt pris en compte, on a beaucoup d'attentes, je trouvais déjà ces valeurs-là assez chères finalement. Donc le couple rendement-risque me paraît pas très attractif. Alors après, on peut jouer de la spéculation. Moi, je ne suis pas un joueur, je spécule pas. Je suis un investisseur de moyen long terme. J'investis dans les sociétés qui ont des projets industriels et donc voilà pourquoi je suis complètement à l'écart de ce dossier. Il y a un autre aspect du dossier qui est particulièrement important. Patrick Drahi
boulimie d'acquisition, mais surtout derrière, il a les moyens, et les banques le suivent pour faire ces macro-deals. Alors il tire tout azimut, évidemment, l'an dernier SFR Numericable, il essaye de chasser sur les terres étrangères, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne. Vous êtes étonné justement par ce qui se passe, par sa capacité à lever comme ça des fonds, des milliards d'euros ou de dollars? C'est un entrepreneur, il a un environnement qui est quand même très favorable, donc c'est aussi propice aux opérations de fusion-acquisition. Après, que ce soit d'ailleurs tout secteur, moi quand une société a du cash, pour beaucoup d'investisseurs c'est un problème, pour moi c'est un bon problème. La vraie question que je me pose, c'est quelle est la discipline en termes d'allocation du capital, en termes d'allocation du cash. Donc est-ce qu'il va être capable de faire des acquisitions? Aujourd'hui, c'est pas très difficile finalement. Alors là, il y a un contexte qui est différent, mais de faire des acquisitions dans cet environnementaux, c'est pas si compliqué. Donnez-moi de l'argent, je vais le dépenser très bêtement, je vais pouvoir y arriver facilement. En revanche, de faire des acquisitions intelligentes qui créent de la valeur pour l'actionnaire, qui sont pas relutives, parce que justement, relutif, ça veut pas dire grand-chose, même si à chaque fois on le sort. Qu'est-ce que ça veut dire relutif pour ceux qui nous regardent, ils entendent ce mot C'est quand une société, si par exemple je prends un exemple assez simple, vous êtes une société, vous endettez, vous achetez une autre société qui fait des marges un peu supérieures à vous, l'opération peut être relutive. En revanche, moi, ce que je regarde, c'est est-ce que la société va être capable de créer de la valeur, c'est-à-dire quel est mon retour sur investissement, le retour sur les capitaux que je vais employer. Et ça, c'est beaucoup plus complexe. C'est plus rare aussi de trouver des sociétés qui sont capables de couvrir le coût du capital, c'est-à-dire j'ai de l'argent, cet argent, le coût du capital va être de 6-7%. Et puis, si je fais une acquisition pour dépenser cet argent, est-ce que je vais être capable, au bout de 2, 3, 4 années, finalement de couvrir ce coût du capital? Moi, c'est ce que je regarde avant tout. Et si je regarde là encore une fois l'industrie des télécoms, depuis quand même très longtemps, on n'a pas vu beaucoup de sociétés qui couvraient les retours sur capitaux employés au-delà de leur coût du capital. Donc c'est aussi pour ça que je me méfie. Surtout qu'il y a quand même une course effectivement à l'innovation, à l'évolution, la 4G, demain la 5G, des fréquences qui sont mises en vente très prochainement. Ça aussi c'est un frein au niveau de l'État évidemment. Ils ont envie de placer ces fréquences. C'est plus facile quand il y a une guerre entre 4 concurrents que 3. Quand vous avez dit effectivement d'avoir du cash, oui c'est un vrai bon problème à avoir. Pour autant, on voit du côté des États-Unis quand on a beaucoup de cash, on peut regarder certaines cibles, mais surtout on rachète ses actions. On n'a pas encore ce phénomène, j'ai l'impression, en Europe. On a l'impression, qu'est-ce qui se passe quand on rachète ses actions? C'est qu'on n'a plus d'idées, ou on croit au contraire que la valorisation va grimper? Alors c'est déjà aussi un peu culturel. Moi, ce qui suis les marchés européens, en Angleterre, ça arrive quand même plus aussi de faire des programmes de rachat d'actions que de payer des dividendes. Fiscalement, c'est plus intéressant. Et aux États-Unis, on a en effet des gros programmes de rachat d'actions, mais les sociétés n'ont jamais eu autant de cash aux États-Unis. Alors, on a un secteur de la cote, un indice de la cote, on a un fonds Mansartis Amérique qui est géré par Julie Jordan chez nous, donc je commence à bien connaître maintenant. Le secteur, les indices américains sont beaucoup plus exposés à des valeurs technologiques, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe. La valeur technologique, c'est souvent peu de capitaux employés, des bonnes marges avec de la croissance. Donc ça dégage beaucoup de cash. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand beaucoup d'investisseurs raisonnent en PE en disant que le marché américain est quand même à un niveau un peu élevé, je ne dis pas l'inverse sur les PE, et c'est pas ce qu'on dit d'ailleurs chez Mansartis. En revanche, il faut retracer ça de ce cash, parce que le PE est le ratio qui est un petit peu le moins complet. Donc cours sur bénéfice. Voilà, il ne prend pas les éléments de bilan. Donc moi, si je regarde plutôt le rendement du free cash flow que la société génère, les niveaux restent relativement attractifs. C'est pas le marché qu'on préfère. On est plus exposé sur l'Europe aujourd'hui que sur les États-Unis. Mais on a justement un excès de cash qui fait que les sociétés américaines sont à la fois capables de faire du rachat d'actions, de payer du dividende, mais aussi d'investir, puisqu'elles continuent d'investir assez fortement. Et puis, je ne serais pas surpris qu'on ait une accélération des opérations de fusion-acquisition de sociétés américaines vers l'Europe, puisqu'on a quand même des joyaux en termes de qualité fondamentale, en termes d'innovation, en termes de savoir-faire. Avec le fait que la parité euro-dollar aidant, finalement, nos entreprises se payent 20 à 30% moins cher qu'il y a 6 à 8 mois. C'est ça, et c'est vrai que même quand on a vu la forte hausse du marché finalement depuis le début de l'année, même si ça a corrigé sur la problématique grecque, pour l'investisseur américain, finalement, il n'avait pas gagné beaucoup d'argent, parce que l'euro s'était justement fortement déprécié par rapport au dollar. Donc je pense qu'on va continuer à avoir ce type d'opération. Et là encore, ça va être un élément de soutien sur les marchés européens. C'est pourquoi on est plutôt confiant chez Mansartis sur les actions européennes. Et je suis content parce que c'est ce que je gère. Alors ça, tant mieux. Est-ce que justement, dans ce thème des fusions-acquisitions, il y a des valeurs sur lesquelles vous dites, tiens, celle-ci a une dimension OPAB, donc on va surpondérer un petit peu la ligne avec ce ticket de loterie. Voilà, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui fait monter la valorisation, comme on voit, de 30-40%. Ouais. J'aime bien ce mot ticket de loterie.
loterie, parce que justement, je fais pas ça. Je préfère avoir une jolie surprise que justement d'investir en me disant, tiens, je joue et je vais essayer de gagner. Pour moi, la fusion-acquisition, c'est toujours la cerise sur le gâteau, en fait. Et finalement, mon approche peut-être de bon sens, si une société est de qualité, bien gérée, et qu'à un moment donné, malgré tout, le marché la valorise trop peu cher, ça fera du bon sens sans doute pour quelqu'un, un industriel, de racheter la société. Donc c'est plutôt comme ça que j'opère, de me dire, tiens, peut-être que ça pourrait se faire acheter par un tel. J'ai pas la prétention d'avoir un cerveau plus intelligent qu'un autre, et je pense qu'il y a des gens qui sauront l'information avant moi en quelque sorte, ou qui auront pensé avant moi. Donc je raisonne pas comme ça, et puis c'est souvent dangereux, parce que si ça n'a pas lieu, en général, c'est des petites qui vont se traiter avec une petite prime. Si ça n'a pas lieu, ben justement, on s'expose à un risque de baisse relativement important. Moi, je raisonne vraiment en termes de couple rendement-risque. Et donc, pour moi, la fusion-acquisition, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça arrive avec cette approche. J'en suis quand même assez exposé, puisque j'en ai déjà eu quasiment 2 ou 3 depuis le début de l'année. On peut citer les dossiers. J'en ai eu une sur Ensaldo, donc c'est une société c'est un peu une sorte de Alstom, enfin, pas tout à fait, un Stoms Transport, mais qui est concentré uniquement sur l'activité de signalisation. Donc il y avait, c'était une ancienne filiale de Finmeccanica, donc rachetée par Hitachi, alors que les acteurs chinois aussi avaient voulu regarder. Il y a eu Pirelli, et puis il y a eu un autre groupe italien qui s'appelle Sorin, qui est spécialisé historiquement sur les pacemakers, qui fait des valves justement pour permettre au cœur de fonctionner. Et c'est une société qui fusionne avec Cyberonix, une société américaine, qui est sur un autre type d'activité, mais justement avec des complémentarités géographiques dont je pouvais vous parler tout à l'heure. Et puis peut-être qu'on en aura d'autres dans les prochaines semaines. C'est intéressant parce qu'on disait les États-Unis, donc la dernière entreprise en fait partie, mais Pirelli par exemple est racheté par un Chinois. Ça veut dire que c'est pas seulement, il y a du cash, mais pas seulement aux États-Unis. Il y en a justement sur ces nouveaux pays également qui vont venir faire exemple là-dessus. À force d'être un peu hypochondriaque en Europe, de dire que tout va mal et qu'on est au fond du gouffre, on oublie qu'on a quand même des joyaux industriels de très bonne qualité, des sociétés qui sont capables d'exporter. S'il faut regarder une société comme Plasticomium en France, ce qu'ils font, c'est pas très sexy, hein, un réservoir entre autres notamment réservoir d'essence automobile en plastique, mais c'est une société qui est leader mondial sur son domaine, qui exporte dans le monde entier, qui réalise finalement assez peu de chiffre d'affaires en France. On a beaucoup de pépites comme ça sur des choses qui peuvent être plus ou moins compliquées, mais c'est justement ce qui fait que les sociétés, et d'ailleurs, si vous voulez être exposé à la croissance mondiale, l'indice le plus exposé à ça, c'est finalement les sociétés européennes qui sont celles qui exportent le plus. Aux États-Unis, on a des indices qui sont beaucoup plus domestiques en quelque sorte, et puis en Asie, c'est pareil, c'est quand même encore assez fermé. D'où aussi l'intérêt, je pense, d'investir sur les actions européennes. On est hypochondriaque, mais ça va quand même mieux. En Europe, on a vu les chiffres des PMI qui sont en hausse pour le 4e mois consécutif. On est maintenant largement au-dessus de la barre des 50 qui détermine la croissance de la décroissance, 53,4. Ça va mieux. Est-ce que selon vous, ça va se poursuivre? On a vu qu'il y avait un à-coup quand même sur les marchés. On a eu une tension inévitable avec la Grèce. Est-ce que finalement, la Grèce, c'est l'arbre qui cache la forêt de la reconquête européenne? C'est difficile. Moi, ce que j'ai tendance à penser depuis le début, c'est que finalement, sur la Grèce, tout le monde a besoin de trouver une solution. On ne peut pas laisser les Grecs mourir de faim, finir par manger que des cacahuètes en quelque sorte. Les politiciens grecs ne peuvent pas prendre en otage leur population en voulant imposer des réformes qui sont quand même avant tout populistes. Il faut quand même respecter un minimum de choses. Mais tout le monde a besoin de trouver une solution. Après, quelle va être la solution? J'en sais vraiment rien du tout. C'est très difficile pour moi de vous le dire parce que je ne me mets pas du tout dans la tête d'un homme politique qui, pour moi, n'est pas forcément toujours rationnel. Et entre ce qui va être fait et les discours d'avant-match en quelque sorte, il y a aussi beaucoup de jeux d'échecs les uns entre les autres. Donc il y a eu ce jeu de com qui d'ailleurs me faisait dire à certains de mes collègues il y a quelques jours, on a l'impression de lire Gala à chaque fois qu'on a une nouvelle sur la Grèce parce qu'on sort un titre de son contexte et puis on le balance, on fait un petit peu la sauce dessus. Pour moi, la Grèce, c'est un élément temporaire. Fondamentalement, l'environnement, il est plutôt porteur sur l'Europe. La BCE est là. On a ce triptyque gagnant dont on parle plus. Et c'est d'ailleurs très bien, parce que quand on en parlait peut-être trop, que ma maman était au courant que ça existait, c'est peut-être là où justement on était au top du marché. Depuis, on a beaucoup consolidé. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop. Pourtant, c'est toujours là, notamment la baisse du pétrole. Un peu moins la baisse du pétrole, pardon, mais surtout la baisse de l'euro. Baisse du pétrole, baisse de l'euro et un environnemental qui est finalement très attractif. Et des sociétés qui ont du cash, des niveaux de marge, ils manquent juste du chiffre d'affaires. Ça, c'est finalement un peu les PMI.
même si, attention, tout ce qui est résultats macro, notamment PIB, etc., c'est le fruit de croissance du chiffre d'affaires et pas de croissance de valeur économique. Et c'est beaucoup de sociétés non cotées. Et nous, on parle ici de sociétés cotées en bourse. Donc on est plutôt optimiste, effectivement. On va peut-être reparler une fois que le problème grec sera résolu. S'il est résolu, effectivement, des bonnes nouvelles et on va arrêter d'être hypocondriaque. Merci Sébastien Lemonnier. Vous restez avec nous dans un instant. À la suite du débat, on va se concentrer sur une sélection de valeurs. À tout de suite.